Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. Dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions qu'on me pose très souvent. Spartan, tu as quoi comme matériel pour le digital painting? Voilà, donc je vais en profiter pour te montrer mon bureau, mon espace de travail, et je vais te parler de mon matériel, de mon écran et surtout de mon ordinateur et de ses composants. Ouais, voilà, en fait t'as l'habitude de voir ce fond, et bien comme ça tu verras ce qu'il y a de l'autre côté, autrement dit ce sur quoi je bosse. Même si je pense que beaucoup de gens s'en foutent. Ouais, tu confirmes hein. Spartan, il faut quoi comme configuration pour le digital painting? Donc tant qu'à faire, je vais en profiter pour rendre cette vidéo la plus instructive possible avec le plus d'informations vraiment pratiques pour le digital painting. Et la deuxième question qu'on me pose le plus souvent, c'est justement qu'est-ce qu'il faut mettre dans son PC? Ou quel type d'ordinateur il faut acheter? Donc je vais répondre à cette question. Et enfin la troisième. Spartan, tu as des conseils pour choisir un bon écran pour le digital painting? Oui, j'ai des conseils pour les écrans et j'en parlerai donc à la fin de cette vidéo. Une petite précision s'impose avant que je lance la suite de la vidéo. J'enregistre cette vidéo à la moitié de 2018. Donc ça c'est très important à prendre en compte par rapport au matériel et notamment aux composants informatiques que je vais conseiller car ils sont conseillés là aujourd'hui en 2018 et ce ne sera plus valable en 2022, 2025, etc. Évidemment, ça évolue très très vite donc ces conseils sont en quelque sorte à durée limitée. Enfin, en tout cas une partie de ces conseils. Voilà, Leonardus, on y va. Spartan, tu as quoi comme matériel pour le digital painting? Ah, à quoi ressemble mon espace de travail? Sur quoi est-ce que je bosse? À quoi ça ressemble? Je vais te montrer ça dans cette vidéo et j'irai en fait un peu plus dans le détail dans une prochaine vidéo sur la chaîne, une vidéo d'ailleurs qui me tient très à cœur où je vais longuement parler justement de l'espace de travail et de pas mal de conseils sur l'ergonomie et la santé. Mais déjà, voyons voir un petit peu à quoi ressemble mon espace de travail et quel est mon matériel. Alors, je te montre rapidement tout ça. Donc voici mon espace de travail, mon bureau avec l'écran, la tablette, clavier, souris. Ici, mon petit mur d'inspiration. Donc là, tu peux voir quelques vieux concept art que j'ai toujours adoré, histoire de m'inspirer en cas de panne. Ensuite ici, la tablette que j'utilise le plus fréquemment. C'est une Uion Q11K, mon clavier, les 2 souris. Et tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc sous mon écran? Oh, juste une dent de dinosaure fossilisé, c'est tout. Et ici, un petit morceau de météorite. Ouais. Et ça là, ce truc qui ressemble à un alien, ce n'est rien d'autre que mon cactus très bizarre. Je pense qu'il est en train de muter. Ouais, je sais Leonardus que c'est passionnant. Ensuite, juste à gauche de mon bureau, j'ai la tour de mon ordinateur et je vais détailler un petit peu après ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, c'est évidemment le micro, celui dans lequel je parle actuellement sur son bras articulé qui est extrêmement pratique. Et enfin, voici l'écran, donc c'est un écran de 35 pouces, incurvé, comme tu peux le voir d'ailleurs si on regarde de profil ou du dessus, on voit bien la courbure. Et pour finir, un petit aperçu de mon fauteuil de bureau. Et voilà, on a fait le tour. Voilà, tu as vu un petit peu comment je travaille, dans quelles conditions, tu as vu mon petit coin d'inspiration, mon écran, mon setup, mon bureau très moche également. D'ailleurs, je suis assez curieux de voir à quoi ressemblent vos bureaux. Donc n'hésitez pas en commentaire à cette vidéo à partager la photo de votre bureau, de votre espace de travail. Je suis assez curieux de voir où est-ce que vous faites du digital painting, où est-ce que vous dessinez, comment est-ce que vous le faites. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça vient de me venir là très spontanément, ce serait intéressant justement que j'ai des photos de vos espaces de travail car ça me sera utile pour cette prochaine vidéo où justement je vais vous parler de conseils ergonomiques et de santé. Ça me permettra peut-être de m'appuyer sur certaines photos que vous m'envoyez. Ouais. Donc, s'il te plaît, prends le temps de m'envoyer une photo de ton bureau si bien sûr tu as envie de le montrer. Ça me sera utile pour ma prochaine vidéo et peut-être même à l'ensemble de la communauté. Merci à toi. Ok, passons à la question 2. Spartan, il faut quoi comme configuration pour le digital painting? Je vais vraiment rentrer dans le détail pour avoir une vidéo qui ne sera pas simplement des conseils un petit peu bateaux qu'on peut retrouver partout, mais je vais vraiment essayer de vous guider un maximum et de te donner des conseils vraiment propres au digital painting, tout en allant assez loin dans les références et dans la technique. Bécane, ce mot de vieux. Ok, c'est parti. Pour faire du digital painting, bien sûr, il faut un ordinateur. Comme ça, on peut brancher sa tablette graphique, à part si on a un des rares modèles qui permet de faire du digital painting directement sur la tablette, qui a un système d'exploitation intégré, comme par exemple les Wacom Companion ou les Mobile Studio, si je ne me trompe pas, qui sont d'ailleurs très très chers, et apparemment pas très bien d'après les avis que j'ai reçus. Mais passons, voyons donc les bons choix d'ordinateur. Alors déjà, premier point, est-ce qu'on va aller sur du Apple ou sur du Windows?
On s'en fout. Voilà, c'est dit, on s'en fout, ça c'est vraiment une question de préférence. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé sur Apple, j'ai aussi beaucoup travaillé sur Windows, j'utilise actuellement un ordinateur sur Windows, j'ai une large préférence pour celui-ci, plus par rapport à la philosophie, donc j'aime pas du tout la philosophie d'Apple, leur prix exagéré, le fait que tout soit fermé, donc on ne peut pas sortir de leur écosystème et on est obligé d'acheter leurs propres produits, on peut pas les faire évoluer nous-mêmes ni changer les composants, donc ça c'est assez pénible. Donc c'est vraiment une question de goût. Pour ma part, je conseille quand même Windows parce que c'est quand même beaucoup moins cher. C'est actuellement beaucoup plus puissant. On peut se faire des configurations plus puissantes pour beaucoup moins cher. Et surtout, c'est évolutif. Donc si jamais dans un an ou deux, on a envie de booster son ordinateur, on veut rajouter plus de RAM, changer la carte graphique, un meilleur processeur, peu importe, on peut le faire sans problème. Il suffit d'enlever 2 vis, on change les composants et ça y est, c'est fait. Sur un ordinateur Apple, c'est un peu plus compliqué, voire quasiment impossible, pour évidemment qu'on en rachète dès qu'il y a le nouveau modèle qui sort. Voilà, conseil suivant, et ça c'est un conseil d'ailleurs que je donne à tout le monde, c'est pas spécifiquement pour le digital painting, c'est un conseil que je donnerai aussi à ma mère ou à ma grand-mère, c'est d'éviter les ordinateurs, les PC de bureau qui sont tout faits de certaines marques, comme par exemple les ordinateurs Acer, HP, ou tu sais quoi, on va faire encore plus simple, n'achète jamais un PC dans les grandes surfaces. Voilà, si tu achètes un ordinateur au Auchan, tu n'as rien compris, il ne faut pas faire ça, ne fais pas ça, je te l'interdis. Donc vraiment éviter les grandes surfaces type Auchan, Carrefour, etc. Éviter aussi même sur les boutiques en ligne tous les ordinateurs Acer, HP, toutes ces marques. En général ce ne sont pas des très bons ordinateurs et les composants ne sont pas géniaux. Même si des fois ils mettent en avant un très bon processeur ou une super carte graphique, derrière les autres composants comme la carte mère, le boîtier, plein d'autres choses vont être vraiment très limites. Je pense notamment à l'alimentation aussi. Ensuite, s'il y en a qui optent pour la solution d'un ordinateur portable. Là c'est un peu plus compliqué, je déconseille très fortement les ordinateurs portables qui sont d'entrée de gamme et de milieu de gamme, autrement dit les premiers prix, pour faire simple, parce que leur durée de vie est généralement très limitée, l'écran est souvent de très mauvaise facture, donc la qualité des couleurs sera très mauvaise, et surtout ce sont des écrans qui vieillissent très vite et très mal. Donc par exemple, beaucoup d'écrans d'ordinateurs portables vont tendre vers le vert après 2 ans, et sur les très vieux ordinateurs portables c'est vraiment flagrant, les écrans sont absolument dégueulasses. Donc pour faire du digital painting c'est pas terrible, en plus de ça ça manquera de puissance, et de toute façon ça ne tiendra pas dans le temps. Donc là il y a une chose que je ne peux pas enlever à Apple, ce sont ces MacBook Pro, donc les ordinateurs portables de la marque Apple. Ils sont très chers, par contre ils tiennent très longtemps, c'est de la super qualité par rapport à ce qu'on retrouve, on va dire dans le milieu de gamme sur Windows. Cela dit, depuis quelques années maintenant, il y a quand même des ordinateurs portables sur Windows qui sont beaucoup plus puissants et de bien meilleure qualité, et donc évidemment avec des prix aussi beaucoup plus élevés. Donc si tu veux un ordinateur portable, moi ce que je te conseille malheureusement, si tu as le budget, c'est de mettre un petit peu d'argent dedans. Sinon tu auras quelque chose qui ne sera pas optimisé pour le digital painting et qui ne vivra pas très longtemps. Ensuite le must, si tu es un peu geek comme moi, c'est de monter ta tour de PC, ton PC de bureau toi-même. Donc ça veut dire que tu vas commander les composants et ensuite tu vas les assembler toi-même dans le boîtier, voilà, tu vas tout visser, tout brancher. C'est évidemment la meilleure solution parce que déjà tu vas choisir toi-même ce que tu mets dedans, donc tu es sûr que c'est des bonnes marques, des bons composants, de la bonne qualité, que tout est bien compatible. Évidemment ça revient aussi en général un petit peu moins cher. Et en plus de ça tu pourras impressionner tes parents en leur disant que tu as monté toi-même un ordinateur. Waouh, quel génie! Waouh, il est si intelligent. Après bien sûr, tout le monde n'est pas assez geek ou ne s'y connaît pas assez pour monter soi-même son PC de bureau, donc là ce que je te conseille, si tu ne sais pas le faire, c'est d'apprendre à le faire, il y a plein de sites qui en parlent, et de préférence, fais-le avec quelqu'un qui sait déjà le faire pour la première fois. Cette phrase un peu bizarre. Après évidemment, si tu n'es pas du tout un technicien, la meilleure alternative, et encore une fois c'est aussi celle que je conseille à tous mes proches, même si ce ne sont pas des artistes digitaux, c'est de passer par les sites LDLC ou matériel.net. Alors je précise, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est vraiment un avis client, parce que je suis client de ces 2 sites depuis très longtemps. Et ce que je conseille, c'est d'aller sur ces derniers, et si on prend par exemple LDLC, on va aller dans PC de bureau, et en fait il y a des PC LDLC, donc des PC en quelque sorte qui reprennent leur marque. Et donc ce sont des PC qu'ils montent eux-mêmes et qu'ils mettent en vente sur le site. Et le gros avantage de ces PC-là par rapport à des marques comme Acer, HP, etc., c'est que ce sont généralement des très bons composants. En plus de ça, généralement, ils ne coûtent pas plus cher justement que tous ces autres ordinateurs. Et ce sont là des boutiques vraiment de qualité avec un très bon service client. Ce ne sont pas forcément les moins chers. Par contre, ils assurent niveau service client et qualité des prestations et des composants. Un dernier conseil, si jamais tu veux monter ton propre PC toi-même et que tu ne t'y connais pas, et à commencer par le choix des composants, sache qu'avec une petite recherche Google, tu vas très rapidement trouver des forums ou des sites avec des configurations conseillées. Donc tout simplement, ce sont des listes de composants qui sont déjà toutes faites, comme ça tu es sûr que tout est compatible, tout marchera bien ensemble et tu n'as plus qu'à tout acheter là où tu veux et ensuite à monter ça chez toi. Ok, bon, ça c'était les conseils basiques.
Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors je suis désolé, je risque de faire fuir tous ceux qui ne sont pas super geeks, mais je sais que ces conseils vont être utiles à plus d'une personne. Alors, voyons un petit peu les composants que je conseille spécifiquement pour faire du digital painting. Eh bien, c'est très simple. En dessous de 3000 €, tu n'auras pas un bon PC de bureau pour faire du digital painting. Je rigole, c'est pas vrai. Heureusement, on n'a pas besoin d'un avion de chasse pour faire du digital painting. Je vais donc te parler de ça. Cela dit, une règle est vraie, en général, plus on met d'argent dans son ordinateur, plus celui-ci va être puissant. Cela dit, premier point, il est inutile d'avoir une carte graphique de gamer qui va coûter plus de 400 €, 800 €, 1000 €, ça ne sert à rien. En tout cas, pas pour faire spécifiquement du digital painting. Il faut savoir que c'est une pratique qui ne nécessite pas beaucoup de puissance de la part de la carte graphique. Les seules choses qui en consomment un petit peu sont évidemment l'affichage à l'écran de ce que tu es en train de faire et éventuellement les options d'OpenGL sur Photoshop. Donc ce sont toutes les petites animations, les rotations d'écran et 2-3 petites choses. Donc c'est pas très gourmand, il n'y a pas besoin d'avoir une carte graphique incroyable. Par contre, si à côté de ça, tu veux aussi faire du jeu avec ton PC, évidemment il te faudra une carte graphique assez puissante, mais ça je pense que les gamers le savent. Et l'autre truc, c'est si jamais tu fais de la 3D et que tu utilises ou que tu comptes utiliser un moteur de rendu basé sur le GPU, autrement dit que tu utilises la carte graphique, comme par exemple Octane Render, là par contre, tu vas devoir investir dans une, voire même dans plusieurs cartes graphiques, car c'est très gourmand. Ensuite, deuxième point, privilégier beaucoup de RAM. Voilà, donc ça la RAM c'est toujours pratique, de toute façon, peu importe ce que tu fais sur un ordinateur, mais plus particulièrement encore lorsqu'on fait de la création, que ce soit de la création vidéo, que ce soit de la création d'images ou de la 3D, avoir de la RAM c'est toujours bien. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, la RAM, c'est aussi ce qu'on appelle la mémoire vive de l'ordinateur. C'est ce qui permet à l'ordinateur de rester fluide, de rester rapide lorsqu'on fait plusieurs choses à la fois, ou alors si on bosse sur des gros documents, c'est vraiment important. Donc par exemple, si tu fais du digital painting, mais qu'en même temps, tu as envie d'enregistrer ton écran pour faire une vidéo et la mettre sur YouTube, et qu'en même temps, tu fais peut-être de la 3D ou que tu as un autre gros logiciel, plus ton navigateur ouvert, tout ça va demander d'avoir beaucoup de RAM. Donc vraiment, la RAM, on n'en a jamais trop. Ce que je conseille, c'est au minimum 8 Go de RAM. En 2018, je pense que c'est vraiment le minimum. Ensuite, pour avoir un peu plus de confort, je conseille 16 Go de RAM. Là, je pense qu'on commence à avoir quelque chose de vraiment correct. Et si vraiment tu as le budget, le must, c'est d'aller vers 32 Go et plus encore. Pour ma part, je suis à 64 Go. Ouais. Et je suis super content parce que du coup, j'ai pas encore réussi à saturer la RAM. J'ai pas encore réussi à la remplir entièrement. Donc, c'est un vrai confort absolu d'avoir beaucoup de RAM. Ensuite, troisième point, privilégie un bon processeur. Donc que ce soit un ordinateur tout fait que tu achètes ou que tu achètes les composants séparément, fais bien attention au choix du processeur. S'il y a un truc sur lequel il faut mettre un peu d'argent, c'est sur la RAM et sur le processeur. Parce que c'est le processeur qui va calculer quasiment toutes tes actions dans le logiciel, et notamment le calcul de tes coups de brush. Donc là par exemple, je suis sur Photoshop. Lorsque je prends un brush de petite taille, tu vois que tout est extrêmement fluide lorsque je peins. Aussitôt que j'ai fait le mouvement avec la main, ça s'affiche à l'écran. Par contre, si maintenant je prends un brush très complexe, de très grande taille, je lui applique des réglages compliqués et je commence à peindre avec ça, et bien là, même mon ordinateur qui est pourtant déjà très puissant, il commence à avoir du mal, hein. C'est plus aussi fluide qu'avant, donc toi tu t'en rends évidemment peut-être pas trop compte sur la vidéo, bien sûr, mais moi je m'en rends compte et il y a vraiment un décalage qui peut aller jusqu'à 1 seconde, 2 secondes, voire même beaucoup plus en fonction de la puissance de ton ordinateur. Donc là, moi, il faut savoir que j'ai un très bon processeur. Donc si j'ai un ralentissement, c'est vraiment parce que là, je l'ai cherché. Sinon, en soi, je n'ai jamais de tel ralentissement. J'en avais à l'époque, dans le passé, lorsque j'avais des précédentes configurations qui étaient un petit peu moins puissantes. Et je pense que sûrement pas mal d'entre vous doivent avoir ce type de ralentissement dès qu'ils prennent des tailles de brush qui sont assez grandes. Donc ça, c'est parce que c'est le processeur qui le calcule. Donc un bon processeur, c'est important pour avoir du confort, pour ne pas attendre que ces coups de brush s'affichent. Alors ce que je te conseille là en 2018, c'est au minimum un Intel Core i5. Et ce que je conseille, donc le must, si tu as un peu plus de budget, c'est de prendre un Intel Core i7. Donc d'ailleurs tu remarqueras que je ne jure que par Intel. Voilà, ça fait des années que j'ai que des processeurs Intel. Et les i7 sont vraiment ce qu'il y a de mieux. Évidemment, ce sont aussi les plus chers. Et tu verras que autant pour la gamme i5 que pour la gamme i7, il y a en fait plusieurs modèles qui vont correspondre à différents prix. Et là c'est très simple pour le choix, plus il sera cher, plus il sera rapide. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, d'ailleurs, sur le processeur, encore un petit mot, si jamais tu fais de la 3D ou que tu veux faire de la 3D, la majorité des logiciels de 3D utilisent le processeur pour faire les rendus. Et les rendus, c'est vite très long et c'est vite très chiant. Donc si jamais tu veux faire de la 3D en plus, tu as intérêt à mettre le paquet sur ton processeur. Ensuite, point suivant, très important, prends un disque dur SSD pour installer le système d'exploitation et également Photoshop ou d'autres logiciels dont tu aurais besoin. Et enregistre tes PSD sur lesquels tu travailles en ce moment sur le disque dur SSD.
Donc les disques durs SSD par rapport aux disques durs classiques sont beaucoup plus rapides, ils calculent beaucoup plus vite. Donc ça veut dire que par exemple les ouvertures de logiciels, les ouvertures de PSD, de documents, les enregistrements, absolument tout ça sera beaucoup plus rapide. Et mine de rien, ça apporte beaucoup de confort. Et en plus d'avoir un ordinateur qui va démarrer beaucoup plus vite. Donc ce que je conseille généralement, c'est d'avoir deux disques durs. Un disque dur SSD qui est très rapide, donc sur lequel tu vas installer, comme je dis, le système, les logiciels dont tu as besoin, et les fichiers sur lesquels tu travailles en ce moment. Et à côté de ça, un disque dur classique qui va servir pour le stockage de données avec un gros volume. Alors pour t'aiguiller au maximum, je vais maintenant te donner ma configuration, celle que j'ai actuellement dans mon boîtier. Donc sachant que je l'ai actualisée en janvier, donc janvier 2018 de cette année, donc elle a actuellement 6 mois, donc elle est encore toute récente, toute fraîche et je suis encore tranquille avec pour quelques temps. Donc là je passe très rapidement, c'est vraiment uniquement si tu veux connaître mes références et avoir un petit peu un point de comparaison. Mon processeur est un Intel Core i7 7700K cadencé à 4,2 GHz. Ouais je sais, c'est vraiment une vidéo de geek hein. La carte mère est une MSI Z270 Gaming M3 blablabla. Ensuite pour la mémoire vive, donc pour la RAM, j'ai 64 Go au total en DDR4 à 1,07 GHz, donc c'était 4 barrettes Corsair de 16 Go. Donc ça par contre ça m'a coûté assez cher, je crois que j'en ai quand même pour 600 € de RAM dans ma machine, mais par contre je regrette pas du tout, c'est vraiment un confort ultime. Ensuite ma carte graphique est une vieille Nvidia GeForce GTX 970, donc ça fait quelques temps que j'ai envie de la changer, mais les prix ne sont pas vraiment favorables, et donc moi ce que je conseille actuellement, si vraiment tu veux faire beaucoup de jeux, ou alors que tu veux faire de la 3D comme moi sur Octane Render, c'est de prendre une GTX 1080 Ti. Encore une fois, ce que je dis là est valable en 2018, et ce ne sera peut-être pas le cas l'an prochain, les années suivantes. Et enfin, pour le disque dur, moi j'ai un SSD et 3 autres disques durs à côté pour avoir plein de place et d'espace. Car oui, faire toutes ces vidéos, ça demande beaucoup de place. Et enfin, très rapidement, je te conseille aussi de prendre un bon clavier et une bonne souris. J'en parlerai plus dans la prochaine vidéo, mais ça te permettra d'avoir plus de confort, d'être plus à l'aise et plus efficace dans ton travail, et même d'éviter certains problèmes physiques. Allez, question numéro 3. Spartan, tu as des conseils pour choisir un bon écran pour le digital painting? Voici une autre question qu'on me pose très fréquemment et à juste titre, c'est quels sont mes conseils pour le choix d'un écran, car avoir un bon écran c'est vraiment très important si tu veux faire du digital painting, et notamment si tu veux le faire avec une pratique sérieuse. Bien sûr si tu es un simple hobbyiste et que tu fais du digital painting une fois de temps en temps, je ne vais pas te dire d'investir dans un écran hors de prix, mais par contre si tu es vraiment sérieux et que tu veux faire des belles images, tu as intérêt à avoir du bon matériel. Avoir un bon écran, c'est très important pour le confort, pour la fidélité des couleurs et avoir une bonne luminosité. Autrement dit, en digital painting, tes couleurs seront justes et tu auras de meilleures valeurs. Surtout dans les valeurs foncées, que sur les mauvais écrans on ne voit pas du tout parce qu'ils compressent les valeurs foncées et tout apparaît à peu près noir, très foncé, alors que les très bons écrans vont permettre de voir beaucoup plus de choses dans les gris, par exemple. Et enfin, un bon écran te permet aussi de limiter la fatigue oculaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même pas sous-estimer lorsqu'on passe, comme moi, 10 heures par jour devant un écran. Enfin, comme j'ai dit, cette vidéo est vraiment spécialisée pour le digital painting. Et là, je vais te donner un conseil que j'ai trouvé absolument nulle part ailleurs. Peut-être parce que je suis un des seuls qui l'a vraiment expérimenté et qui est assez attentif sur ces points-là. Le petit bonus secret que je te donne, c'est que je me suis rendu compte en changeant mon écran récemment qu'avoir un bon temps de réponse et un taux de rafraîchissement élevé fait réellement une différence en termes de confort et de fatigue oculaire lorsque tu fais du digital painting. Alors je sais, c'est du charabia, c'est un peu compliqué, mais en gros, un bon écran qui est très réactif, comme par exemple le cas généralement des écrans pour les gamers qui ont des taux de rafraîchissement qui sont très rapides, donc ce sont ces chiffres en Hertz, comme par exemple 144 Hz, 244, etc. Et bien finalement, c'est quand même pas mal. Moi, c'était un critère que je voulais à la base pour mon écran actuel pour les jeux vidéo, et en fait, je me suis rendu compte que sur Photoshop, ça faisait aussi une sacrée différence parce que mes coups de brush apparaissent de manière ultra fluide et ultra rapidement. Et mine de rien, c'est un véritable plaisir. Donc dès que je retourne sur un écran classique qui a un taux de rafraîchissement plus bas et un taux de réponse qui est plus élevé, je le remarque tout de suite. Donc ça, voilà, c'est le petit bonus pour ceux qui ont vraiment, qui sont aussi exigeants que moi et qui ont du budget. Prenez un écran qui est réactif et qui a beaucoup de hertz. Alors, ce qu'il faut savoir lorsqu'on veut choisir un écran, c'est qu'on a le choix entre 3 technologies de dalle. Donc la dalle de l'écran, c'est en quelque sorte le cœur de l'écran, c'est ce qui va permettre d'afficher les pixels. Donc il y a 3 technologies, il y a la technologie IPS, la technologie TN, qui est la plus vieille, la plus ancienne, et la technologie VN. Alors autant le dire tout de suite, les écrans TN sont à oublier complètement. Que ce soit pour faire du graphisme, de la photographie, du digital painting, quoi que ce soit, même la vidéo, pour tous ceux qui bossent sur de l'image, c'est pas du tout les écrans qu'il faut, ce sont des écrans qui à la limite aujourd'hui sont encore utiles pour les gamers, qui ont besoin de taux de réponse extrêmement rapides, sinon les couleurs sont généralement
pas terrible et surtout la luminosité est à chier. Il y a vraiment des changements dans la verticalité des luminosités, ce sont notamment tous ces écrans où lorsqu'on va le regarder de dessus, on va commencer à avoir une image qui va s'éclaircir et dès qu'on baisse la tête, elle va devenir plus sombre. Donc ça, généralement, c'est le signe que c'est un mauvais écran. Un écran d'ailleurs généralement de mauvaise qualité et souvent c'est associé à du TN. Donc le TN, tu évites complètement si tu veux faire du digital painting. Ensuite, les meilleures dalles sont les dalles IPS. Ce sont aussi évidemment les plus chères, mais tu as vraiment les meilleures couleurs dessus, une bonne luminosité et tu n'as pas ce problème de couleur qui change en fonction de l'angle où tu regardes ton écran. Donc ça, c'est très important. Et encore un petit point, je te conseille aussi les dalles VN lorsque tu tapes dans du haut de gamme. Donc si tu achètes un écran très cher avec une dalle VN, tu peux là aussi tomber sur des très bons écrans avec de superbes couleurs. C'est ce que j'ai d'ailleurs actuellement. Ensuite, peu importe le choix de ta dalle, que ce soit une IPS ou une VN, la règle est très simple. Les bons écrans coûtent de l'argent et les premiers prix sont vraiment à fuir. Donc tous les écrans qui coûtent dans les 100 €, 200 €, vraiment si tu veux faire du digital painting de manière sérieuse, que tu veux du bon matériel, hop, tu ne les regardes même pas. Il faut monter un petit peu dans les gammes de prix. À partir de 300-400 €, je pense qu'on commence à avoir des écrans qui sont vraiment intéressants. Et généralement, plus les écrans vont être chers, plus ils auront de bonnes couleurs, un bon taux de rafraîchissement, une meilleure ergonomie, etc. Cela dit, tu n'as pas non plus besoin d'avoir des écrans professionnels de photographes. Je pense notamment à des marques comme Eizo. Ce sont des écrans qui sont très chers, hein, au-delà de 1000 ou 2000 € facilement. Ils sont à la base vraiment très spécifiques pour les photographes et à la rigueur certaines personnes qui bossent dans la vidéo, car ce sont simplement les meilleurs écrans, les mieux calibrés. Mais sincèrement, je ne connais aucun digital painter, moi y compris, qui possède un de ces écrans-là et même qui en ait l'utilité. Pourtant, en tant qu'artiste, on est aussi extrêmement exigeant sur les couleurs, mais je pense qu'on n'a pas du tout besoin de taper dans des écrans aussi chers pour faire des superbes illustrations. Et de toute manière, une petite précision, c'est que dis-toi que ton digital painting, ton image ne s'affichera jamais de la même manière et avec les mêmes couleurs sur deux écrans différents. Donc ton voisin avec un écran différent aura de toute façon d'autres couleurs. Donc c'est pourquoi il est très important d'avoir toi-même un bon écran, comme ça l'image source est juste. Tant pis si après elle est déformée au niveau des couleurs, parce que les écrans sur lesquels on la regarde sont de mauvaise qualité, ça tu ne peux rien y faire. Par contre c'est important d'avoir un bon écran pour avoir déjà de base des bonnes couleurs. Mais avoir un écran qui coûte 2000 € pour avoir une différence de même pas 1% sur les couleurs, alors que de toute façon la majorité des gens n'ont pas des écrans d'une telle qualité, ça ne sert à rien. Donc généralement ce sont des écrans qui sont faits pour des photographes ou autres parce qu'ils vont imprimer ces photographies-là, et donc il est important d'avoir de très bonnes couleurs. C'est pas notre cas. Ensuite, une question qu'on m'a posée de temps en temps, est-ce que c'est utile de calibrer son écran avec une sonde? Est-ce qu'ils t'ont placé une sonde anale? C'est quoi une sonde anale? C'est une espèce d'énorme appareil en métal qu'ils te mettent dans le... Alors moi là-dessus, j'ai un avis qui est assez tranché, c'est qu'on n'a pas besoin de sonde, enfin, c'est toujours bien de calibrer son écran avec une sonde, mais moi ce que je conseille, c'est plutôt que de mettre 300 ou 400 € dans une sonde, mais plutôt 300 ou 400 € de plus dans ton écran. Parce que si tu achètes un écran qui de base est de bonne gamme et qu'il a déjà de bonnes couleurs et une bonne luminosité, tu n'as pas besoin de sonde pour le régler. Tu ne gagneras quasiment pas grand chose, ça ne fera pas une grosse différence. La sonde, ne prends pas la tête avec, j'en connais pas beaucoup qui en utilisent de toute manière. Enfin, pour bien choisir ton écran par rapport à la luminosité et à la fidélité des couleurs, voici ce que je te conseille, ce que je fais personnellement. Et en fait, tous mes écrans, je les ai choisis grâce au site lesnumériques.com. C'est un site qui fait des tests de matériel, donc il n'y a pas que des tests d'écran, il y a aussi des tests, je sais pas, de clavier, de plein de composants et de périphériques. Et en fait, ce site a des tests qui sont vraiment très poussés sur tous les modèles d'écran qui sortent. Et ils font notamment des tests avec des machines, avec des sondes sur les couleurs. Donc si jamais tu ne sais pas quel modèle choisir, lequel a des bonnes couleurs, un bon contraste, une bonne luminosité, je te conseille d'aller sur lesnumériques.com et de regarder les tests. En plus de ça, petite astuce, c'est ce que moi j'ai fait, c'est ce que j'utilise aussi depuis quelques temps maintenant. Dans ces tests, ils disent quel réglage faire dans l'interface de l'écran pour avoir les meilleures couleurs possibles, car généralement, il faut quasiment toujours faire quelques petits changements dans les rouges, les bleus, les verts ou dans la luminosité pour avoir les meilleures couleurs possibles. Et en plus de ça, ils font généralement justement une correction à l'aide d'une sonde. Et ensuite, les corrections obtenues vont donner ce qu'on appelle un profil colorimétrique. Et ils sont tellement généreux qu'ils donnent gratuitement sur le test, généralement, le lien de téléchargement de ce profil colorimétrique. Donc je sais que pour 80% des gens, ce que je viens de dire, c'est du charabia, mais grosso modo, ça veut dire qu'on peut télécharger un petit fichier qu'on va installer quelque part sur son ordinateur, et donc si tu achètes le même écran, tu installes ce profil colorimétrique, et tu auras ainsi une meilleure correction de l'écran. Alors je sais, les puristes vont me dire que chaque profil fait avec une sonde correspond spécifiquement à l'écran avec lequel il a été fait, c'est différent sur un autre écran, même si c'est du même modèle, je suis au courant, mais généralement, si l'écran est neuf, ça fait pas une grosse différence, et ça permet quand même d'avoir des couleurs un petit peu plus justes. Ensuite, un conseil un peu bateau, un peu simple,
Fuis les écrans brillants, les écrans avec des reflets, c'est une plaie, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas d'ailleurs toute cette période où Apple à l'époque avait fait des ordinateurs brillants, c'est le truc le plus con que j'ai jamais vu, j'avais tout le temps des reflets, c'était insupportable. Donc vraiment, fuis les écrans brillants. Ensuite, au niveau de la taille de l'écran, moi ce que je conseille, c'est totalement personnel. J'aime bien travailler sur des grands écrans, je trouve que ça apporte beaucoup plus de confort. En plus de ça, les prix des écrans ont largement chuté ces dernières années. Donc, moi ce que je conseille, c'est d'avoir au minimum, en 2018, un écran de 24 pouces. Ensuite, ce que je conseille, c'est d'avoir un 27 pouces. Et le must, c'est d'avoir encore plus. Si bien sûr on en a envie, qu'on a la place, qu'on a le budget et qu'on aime ça. Parce que c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc mon écran, par exemple, fait 35 pouces. Donc c'est un écran qui est vraiment très très grand, tu l'as vu dans la vidéo, là je te le remontre. C'est une grosse bête, mais non seulement c'est un vrai plaisir, en plus de ça, on n'a pas besoin d'avoir deux écrans côte à côte lorsqu'on fait plusieurs choses à la fois. On a tout sur un seul écran, c'est très pratique, on gagne de la place. Et en plus de ça, qui dit grand écran dit généralement grande résolution. Et pour le choix de la résolution, en 2018, je pense que du 1920 par 1080, c'est vraiment le minimum. Mais je conseille d'avoir au moins du 2560 par 1440 pixels. Et après, plus, pour moi, c'est toujours mieux. Donc moi par exemple mon écran 35 pouces est en 3440 x 1440 pixels. Autrement dit il est très horizontal et il a une vraiment très grande résolution. De toute façon tu le vois généralement dans mes vidéos. C'est pour ça que toute l'interface de Photoshop est assez petite, etc. C'est parce que la résolution est très grande. Voilà, donc pour finir, pour ceux qui sont curieux de savoir quel est l'écran que j'utilise, on ne sait jamais, j'utilise le Asus ROG XG35V. Donc c'est un écran de 35 pouces qui est incurvé, donc c'est un écran très haut de gamme. À la base, c'est pour une cible de gamer, c'est pour les joueurs, c'est fait à la base pour les jeux vidéo, mais je l'ai choisi parce que d'après les tests justement de lesnumériques.com, il était très bon en termes de qualité d'image, en termes de fidélité des couleurs, luminosité. Il est grand et il a une très grande résolution, ça c'était aussi un critère très important pour moi. Et en plus de ça, il n'a que 4 millisecondes de temps de réponse et un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Et ça, c'est très cool à la fois pour jouer et aussi pour le digital painting comme je l'ai dit. Mais ça c'est vraiment du bonus. Ah oui, Leonardus, bonne question, je crois qu'il m'a quand même coûté dans les 850 €. Donc c'est un écran vraiment très cher. Et je te rassure, pour faire du digital painting de manière confortable, tu n'as pas du tout besoin d'avoir un écran aussi cher. C'est vraiment parce que je suis exigeant, comme tu l'as vu, et parce que cet écran est aussi mon outil de travail. Je rappelle que je suis un professionnel, donc je peux me permettre d'investir un petit peu plus là-dedans. C'est aussi mon outil de travail, autant que mon ordinateur personnel. Oh, suite à cette vidéo, j'ai l'impression de m'être transformé en geek boutonneux. Ça fait plaisir. Bon, comme toujours, j'espère que cette vidéo sera utile. Comme à mon habitude, j'essaie de mettre un maximum d'informations dedans et des choses assez poussées, assez précises, assez techniques pour que ces conseils te soient vraiment directement applicables et que ce soit vraiment relatif à du digital painting. Car je crois que je n'ai pas encore vu de vidéo sur le sujet, donc j'espère qu'elle te sera utile et notamment à toutes les personnes qui veulent soit changer d'écran, soit changer d'ordinateur, soit changer de composant ou tous ceux qui prévoient peut-être de le faire un jour dans le futur. Si tu es d'accord ou que tu n'es pas d'accord peut-être avec un de mes avis, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Évidemment, je rappelle que tout ça, ce sont mes conseils, mon avis d'expérience. Je ne dis pas que j'ai raison sur tout, mais je suis quand même plutôt confiant. Et voilà, chers passionnés, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as toi aussi des trucs bizarres sur ton bureau comme mes cactus, n'hésite pas à les prendre en photo et à les poster en commentaire. D'ailleurs, de manière générale, si tu veux bien accepter de poster ton bureau, ton matériel, ton espace de travail et le partager en commentaire, sache que ça me sera utile pour la prochaine vidéo et ce sera peut-être aussi utile aux autres personnes. J'en dis pas plus, tout ça ce sera pour la prochaine vidéo qui sera tout aussi riche en conseils mais sur un thème bien différent qui est la santé. Oui, un truc dont à tort on ne parle jamais. Ensuite, n'hésite pas à partager quel est ton ordinateur, quel est ton écran, quelle est ta configuration. Je suis sûr que les commentaires peuvent être aussi enrichissants que la vidéo elle-même. Donc vraiment, n'hésitez pas à poster vos informations ou vos questions et à vous entraider. C'est vraiment fait pour ça. Donc je compte sur toi pour m'envoyer une photo de ton bureau et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Merci Spartan. Leonardus, tu pues. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.